nous, en fait, auxquels on peut vraiment échanger pour trouver des solutions, parce que toute notre mission au sein de Chrysalis est vraiment alignée avec les ODD, donc les Objectifs du Développement Durable 2030 des Nations Unies, et également l'objectif 2065, c'est un peu institutionnel, de l'Union africaine. Mais derrière tous ces débats, on travaille, on essaye aussi. Du coup, on va commencer par Léla Capé Combat, donc qui est hypnothérapeute, infirmière anesthésiste, experte de la santé mentale et qui exerce au centre Vitruve, donc à Paris, et qui a dédié à la médecine intégrative et où elle accompagne depuis plusieurs décennies maintenant tout un tas de patients. Donc si on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ensuite, Papé Bakary Sissoko, donc le doyen des panélistes, comme il aime le dire. Donc philosophe, sociologue, conférencier, formateur et spécialiste en interculturalité et parentalité. Donc il a un engagement particulier sur la question des violences faites aux femmes, de santé mentale, d'excision, de reconstruction des victimes et de dialogue interculturel. Leslie Kaiser, voilà. Donc thérapeute en thérapie, c'est en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale, donc multiculturalité et spiritualité, et c'est la fondatrice d'Origine Thérapie, donc qui est un espace de produits et de services à destination de la psychoéducation des jeunes issus de la diaspora. Pas que des jeunes. Et pas que des jeunes, et des moins jeunes aussi, voilà, pour tout le monde. Et enfin, Madou Soumaré, donc infirmier en psychiatrie et influenceur en santé mentale pour les afrodescendants. Donc vous pouvez le follow. De toute façon, on donnera les Instagrams de tout le monde. Mais voilà, santé mentale noire. Donc un bon following, 26 000 abonnés, et il s'engage donc dans la vulgarisation et la sensibilisation aux enjeux de santé mentale. Alors sans plus tarder, je vais commencer donc par vous poser les premières questions, et je vais d'abord commencer par Léla. Donc toi qui accompagnes des femmes, notamment entrepreneurs et en tant que philosophe et sociologue et spécialisé en interculturalité, comment, du coup, vous expliquez le poids des normes sociales et culturelles sur la santé mentale des femmes africaines? Alors, bonjour à tout le monde. Je dois rappeler seulement quelques petites choses. Comprendre, parce qu'on parle de la femme africaine, on ne peut pas parler de la femme africaine si on ne parle pas de la représentation de la famille africaine. Il est extrêmement important de poser cela. Nous sommes des familles nombreuses, des familles qui font des villages qui vont faire des pays, etc. Et donc il y a ce qu'on appelle vendredi, j'étais à Marseille pour une conférence un peu difficile sur les solidarités intergénérationnelles, pour dire tout simplement que ce sont des familles avec ce qu'on appelle des liens. On dit souvent, vous le savez, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Vous avez souvent entendu ça. Peut-être que je n'aurai pas le temps de critiquer cette anecdote, qui est une belle pensée, mais qui est quand même limitée, puisqu'on est au XXe siècle et le temps s'écoule. Donc, il y a une représentation de notre culture et de nos familles. Il y a ce qu'on appelle des pesanteurs sociales. Pour qu'une famille fonctionne, il faut des règles, il faut des coutumes, il faut des traditions. C'est partout à travers le monde, ces choses existent. Et il faut les cultiver. Ce n'est pas la coutume qui est un problème, c'est l'utilisation qu'on fait de la coutume. D'accord? C'est comme la télévision n'est pas un problème, c'est l'utilisation. L'iPhone n'est pas, le téléphone n'est pas un problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc il faut que ces choses soient bien comprises. Nos sociétés sont coercitives parce que tout simplement, les hommes ont pris le pouvoir, ont piqué le pouvoir, parce que quand vous regardez dans la sociologie, nos sociétés sont matrilinéaires. Le
pouvoir appartient aux femmes. Mais il y a une gabégie, une tricherie. Les hommes ont repris le contrôle. Comment ils ont fait? J'ai des idées, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Bien. Et donc, ils ont pris le contrôle. Et en prenant le contrôle, qu'est-ce qu'on fait? On érige des lois, des modes de fonctionnement. Et dans ces modes de fonctionnement, on s'appuie sur différents repères, comme par exemple la religion. La femme, c'est le foyer. La femme, n'aime pas ça du tout. Une femme est une personne. On m'appelle le Bounty, mais je l'assume. Je l'assume. En plus, j'ai vécu à Tahiti 3 fois. C'est moi qui ai créé le café de philosophie de Papeete. Donc quand on me taxe de Bounty, ben, ça ne me dérange pas du tout, puisque j'y ai vécu. Je suis allé là où il y avait Marlon Brando. Une digression. Donc, on a essayé de caporaliser la femme, de la maîtriser, de la soumettre. Et quand vous faites de la géopolitique, et j'ai des amis ici qui sont géopoliticiens, c'est un facteur de sous-développement. La femme africaine ne travaille pas, c'est un facteur de sous-développement. Et je me réfère à Dolto qui dit, une femme, c'est une personne. Un enfant, c'est une personne. Et quand vous enseignez ça, tout le monde doit se battre. Et vous êtes content d'avoir des hommes ici, mais moi je suis tranquille là-dessus. Chaque fois qu'il y a une conférence sur les violences faites aux femmes, moi j'ai beaucoup d'amis hommes qui viennent, il n'y a aucun problème du tout, je ne les félicite même pas, c'est leur place. Parce que si nous voulons réussir, bah, il faut travailler avec les hommes. On ne peut pas les marginaliser, donc moi je ne les félicite pas, ils sont à leur place. Donc les pesanteurs sociales font que la femme souffre. Je parlais avec madame sur le silence, la notion de silence. Le jeune homme Soumaré a parlé du mougnou. J'enseigne le mougnou. Le mougnou est la chose la plus vile que je n'aime pas. La femme est oppressée. Quand je travaille, c'est ce matin que j'ai découvert son travail, puisque c'est comme ça que je fais quand je dois rencontrer des partenaires, des panélistes, je regarde ce qu'ils font. Pas pour me comparer, mais parce que tout simplement on mutualise les compétences et chacun apporte son regard. Ce sont des regards croisés. Je vais aller très vite, je t'ai dit que je suis le doyen, je suis un peu bavard. Mais je vais respecter ton timing. Tu me fais comme ça, ça ne me gêne pas, j'ai l'habitude. Voilà. Non, je vais respecter. Non, il faut qu'on respecte. Donc, il faudrait tout simplement que ce mougnou-là, j'ai enseigné, vous savez, dans des centres de formation au CMEA, par exemple, et il y avait beaucoup de jeunes femmes maliennes. À la fin, ils viennent nous voir dire, Pape, tu as abordé un sujet là, nous on en souffre. J'ai dit, c'est quel sujet? Parce que j'en ai abordé beaucoup. Le mougnou. Ça m'avait échappé, je suis malinqué, mais le mot ne me venait pas. J'ai dit, le mougnou, je n'aime pas ça. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, je n'aime pas ça. Parce que vous souffrez tout. Et je donnais souvent un exemple, c'était dans les années 90, il y avait la Lolita. Et vous connaissez la Lolita, ce qui lui caractérisait, c'était une jeune belle fille blonde, c'est une caricature, avec une string. D'accord? Et la petite Sarah, elle est au 7e étage, avec sa sœur sur le dos. Elle est aussi jolie que Lolita, mais elle ne devait pas descendre. Voyez le début de la souffrance. Et on se dit, elle est calme, elle est sage. Mais en philosophie, on dit que le calme n'est pas sagesse. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je ne souffre pas. Donc, le travail que nous faisons, nous, c'est la qualité d'écoute. Regardez, observer, discuter avec nos enfants. Yaya est là, un éminent intellectuel, je suis content quand il est là, il voit tout ce que j'ai dit. La qualité d'écoute. Regardez, discuter avec nos enfants, qui ne sont pas les enfants d'hier, ce sont des enfants métis, ce sont des enfants de Senghor, ouverts au monde, même si effectivement ils ont des racines. On parle d'enracinement et d'ouverture, c'est de Senghor. Merci, Papé. Je la première. Il y a donc la question de, et à nouveau on va faire donc le cercle donc avec ce qu'on a abordé au début, de je dois tenir, parce que je dois tenir en même temps et l'honneur de ma famille, parce que je ne dois pas me tromper, parce que si je me trompe, je déshonore et mon père, et mes petites sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je montre donc le modèle, et mes enfants, et mon mari, qu'il ne faut pas que je montre trop de fragilité, sinon effectivement est-ce qu'il va quitter le foyer, et en même temps, voilà, il y a toute la question avec nos parents aussi qu'il faut contempler. Et il y a cette question-là au bout d'un moment qu'on va se poser. Là, on a notre héritage culturel, on a pris des parents, qui est aussi super, il y a plein de belles choses dont on a besoin. Il y a aussi l'autre partie par contre de ici, ce qu'on est en train d'apprendre là dans notre pays actuel.
Et au bout d'un moment, on se pose de toi. Maintenant, je suis d'accord de remettre l'humain au milieu. Toi, maintenant, en tant qu'individu, de quoi est-ce que tu as besoin? Quand on va apprendre, on va faire un petit peu, il y a plein d'outils qui dépendent des thérapies, des thérapeutes et des experts et des professionnels. Moi, j'aime bien prendre par exemple un exercice qui est donc de cet arbre-là, où on voit un petit peu donc, et les feuillages, c'est-à-dire ce qu'on est en train de développer, et le tronc qui est effectivement aujourd'hui, qu'est-ce qui nous caractérise, et on voit ensuite les racines de qu'est-ce que j'ai eu en héritage. On fait le tri. J'aime bien voir effectivement aujourd'hui, ok, toi, en tant qu'individu aujourd'hui, qu'est-ce qui va dans tes valeurs personnelles? J'aime bien même pousser la chose. Moi, je suis une personne qui adore illustrer les choses, même en accompagnement. Si demain, je te mets dans une ville où personne ne te connaît, toi-même, tu ne connais personne, je te pousse même encore l'idée sur une île déserte où il n'y a absolument personne. Qu'est-ce que tu vas garder de tout ça? Et au fur et à mesure, ce que l'on fait donc pour mettre en place ces limites-là, c'est premièrement réussir donc à faire ce tri-là de qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce qui va m'appartient donc véritablement, parce que ça m'appartient en tant qu'individu et pas juste donc pion, si je puis dire, de notre héritage, etc. Ensuite, une fois qu'on a commencé à faire ce tri-là qui amène beaucoup aussi d'apaisement, beaucoup de sens aussi dans les actions qu'on va commencer à poser dès le lendemain, eh bien, je leur dis aussi la vérité, que maintenant, il va falloir se préparer aussi, malheureusement, aux conséquences. C'est une vérité. Mais dans le sens, c'est aujourd'hui, c'est une vérité aussi que je fais exprès de dire à répétition pour qu'ils l'entendent de l'extérieur, c'est que vous vivez une réalité que vos parents n'ont pas vécue, et c'est quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. Et jamais vous ne pourrez vous attendre à être compris ça, il faut que ça soit là-dedans. Jamais on pourra essayer d'avoir justice là-dedans. Donc maintenant, c'est notre responsabilité à nous de ne pas essayer d'avoir... S'il y a des médecins ici, quand vous recevez un patient africain, il va vous dire « j'ai mal partout ». Vous connaissez cette formule-là, « j'ai mal partout ». Le médecin lui dit « mais où ?»« Ici, j'ai mal partout ». Eh ben, comme vous dites, c'est le problème du sommeil, c'est le problème de... La maladie, elle est somatique, c'est-à-dire c'est le corps qui prend, mais aussi la tête. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut apprendre à observer, à écouter. Et c'est extrêmement important. Et dans les cellules familiales, comme vous dites, ici tout va à 200 km à l'heure. En Afrique, je ne sais pas si ça va à 200 lents, mais on ne voit rien. Et c'est ça le problème. Est-ce que c'est une feinte? Est-ce que c'est du mensonge? Ou on ne veut pas voir? Est-ce que c'est un mécanisme de défense, de protection? Mais ce n'est pas protéger que de mentir, que de faire du simulacre. Parce que nos enfants vont hériter de cette façon de faire. Moi, je travaille beaucoup sur le changement de mentalité. Je travaille beaucoup sur les leaderships. Je donne des cours sur l'éloquence avec nos jeunes ingénieurs, etc. ici, qui sont complexés, qui baissent la tête. C'est moi qui leur apprends à écouter des gens comme Lala, l'avocate, etc., à redresser la tête et à disserter. Parce que tout simplement, ce sont nos héritages, nos racines qui sont mal enseignées, mal assimilées. Et tout le monde s'improvise savant. Non, si tu ne connais pas, laisse pas tu se pour dérouler. Votre domaine, je ne le connais pas. Vous voyez, je vous écoute religieusement. Et pourtant, je suis plus vieux, j'ai beaucoup de savoir, etc. Mais vous en savez. Soumaré, je t'ai écouté ce matin. Madame, je vous ai écouté. J'adore ça. J'adore prendre partout du savoir. Nous avons une grande juriste qui est en face de moi, là. J'adore l'écouter, etc. Je viens de la taquiner, là. Il n'y a que de grosses têtes. Voilà, les grosses têtes sont aliénées. Je leur demande, et c'est le problème que j'ai souvent avec nos intellectuels ici. Yaya est plus gentil que moi, il est plus calme. Je leur dis avec vos cravates de 4 tours, descendez sur le terrain et montrez-vous à nos enfants. Le Gotha Noir, vous connaissez? C'est ce livre-là où effectivement on montre que madame est là, vous êtes une professionnelle, etc. Oumi est là, tu es une professionnelle, pour que nos enfants sachent que nous existons. Parce qu'on leur a enseigné une aliénation culturelle depuis Fanon, si vous connaissez le film Fanon, un livre difficile, mais il a tout dit. Et ça, il faut qu'on apprenne à nos enfants à savoir. Et c'est extrêmement important. Ça passe par poser le téléphone le soir et discuter avec nos enfants, parler de littérature, parler de nos livres, parler de nos traditions, etc., etc., etc. Je le disais à Marseille, et les grands me disent « Ah oui, grand, je ne savais pas. »
Bon, je suis gentil, mais j'ai des catastrophés quand même. Hein. Est-ce que c'est aussi ce qui fait partie du trauma générationnel que vous, c'est cela, voilà. C'est ça, le trauma générationnel qu'on oublie souvent. Vous savez, ce matin, j'ai travaillé sur le trauma générationnel, sur l'exil, l'esclavage, la colonisation. Ce sont ces choses-là qui vont s'ancrer dans votre corps et dans votre esprit. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Mais le meilleur ouvrage, c'est Fanon, qui vous explique bien l'aliénation. Et après, vous le perpétuez. Et j'étais allé à une conférence, je pense que c'est dans le 16e, qui travaille comme vous sur la santé mentale et les violences faites aux femmes, qui nous disait qu'effectivement, ce traumatisme générationnel, quelquefois, on le voit 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Il m'a dit que c'est la science qui... Alors ça, moi, je ne suis pas neuroscientifique, hein, je ne sais pas. Mais elle me l'a dit, mais j'ai ouvert bien mes oreilles, parce que ça m'intéresse. Voilà. Donc, effectivement, on cultive quelque chose et les enfants vont le perpétuer. Et il y a des techniques pour arrêter. Hein, vous êtes plus fortement, vous êtes de ce niveau-là. Il y a des techniques pour arrêter ça, pour le cycle, hein, comme le paludisme, il y a un cycle, il faut arrêter le cycle et reprendre. Voilà. Donc, il y a des formes. C'est aussi ce qu'on appelle la théorie du miroir que moi... Alors, je suis un philosophe très pratique et je fais aussi... Le philosophe pratique, ce n'est pas seulement un théoricien, j'apprends aussi à donner des règles. C'est la théorie du miroir, lui apprendre à se regarder et à trouver les failles et à dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas. Et vous faites la somme et vous avancez. La philosophie indique la voie. Quand vous comprenez que ça, vous ne maîtrisez pas, ça, vous maîtrisez, vous tracez un chemin. C'est la philosophie. Et vous avez pris l'image de Descartes, la théorie de l'arbre. Je vous donnerai des cours là-dessus, c'est superbe. Ça, j'adore ça. Et Yaya a été aussi sur le baobab. Je regardais Yaya, hein, il va vous donner des tuyaux. C'est très intéressant de pratiquer ainsi. Bravo. Bravo de pratiquer, d'enseigner par l'image. Ça parle plus et mieux. C'est comme si on parle en Wolof, en langue nationale. J'ai des amis qui enseignent la philosophie en Wolof. Mais j'étais excité. Il dansait. Et il explique un truc de Descartes, le gars n'a pas compris. La jeune fille n'a pas compris. Et quand il l'a expliqué en Wolof, et le professeur de philosophie s'est même mis à danser, la jeune fille a tout compris. Quand je dis ça, c'est dire tout simplement, éduquons nos filles, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est ça que je voulais dire en parlant de ça. D'accord ? D'accord. Merci. Ne vous interdisez pas d'applaudir, hein, on met de l'ambiance. Hein. Alors, Madou, je vais revenir sur toi. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure. On a parlé un petit peu de spiritualité, de la foi, voilà, ça a été évoqué. Donc, encore une fois, au sein des familles afrodescendantes, la religion est souvent très présente. Lorsque la souffrance psychologique est abordée au travers de la foi et de la spiritualité, justement, comment arriver à concilier les deux et pas faire qu'elles soient en opposition. Donc, tu l'as dit, effectivement, il ne faut pas le faire, mais concrètement, comment est-ce qu'on y arrive quand, par exemple, il nous arrive, on est en dépression, il nous arrive quelque chose de terrible. Souvent, ce que moi, même ma propre mère, me disait non, mais confie à Dieu. Certes, mais concrètement, comment est-ce que j'arrive justement, parfois même à ne pas développer une animosité contre cette foi qui n'est pas forcément source de solution dans le quotidien. Moi, je pense que faut essayer de faire ses recherches en fonction de la spiritualité qu'on a, de la religion dans laquelle on se réclame. Tout en sachant que les principales religions ou les principales spiritualités qu'il y a en Afrique, j'en connais pas qui sont en contradiction, qui rentrent en contradiction de manière frontale avec la santé mentale. C'est souvent des représentations qui ont été cultivées à travers des croyances qui viennent de je ne sais où. Mais ça, c'est d'une manière individuelle. Mais d'une manière collective, j'en parlais justement avec d'autres personnes qui disaient aussi que ce serait intéressant que la santé mentale rentre aussi dans les églises, dans les mosquées et dans les autres institutions religieuses, quelles que soient les religions dans lesquelles on appartient. Par exemple, il y avait une... je parlais avec une jeune fille justement qui expliquait que elle était en grande dépression, qu'elle a même pensé justement à mettre fin à ses jours,
Et en fait, ce qui l'a sauvé, eh ben, ça a été son pasteur. Mais ce n'est pas n'importe quel pasteur. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué qu'en fait, son pasteur avait une formation en psychologie et qui était formé aussi à tout ce qui concerne aussi, qui s'était beaucoup renseigné sur tout ce qui concerne les thématiques liées à la santé mentale, la dépression et tout. Et je pense que voilà, les autorités religieuses peuvent jouer un rôle puisque c'est quelque chose qui est très présent dans les réalités africaines aussi. Donc c'est une piste de solution parmi d'autres. Mais en tout cas, voilà, vraiment essayer de faire un pont entre les deux, de réconcilier que voilà, c'est pas, ça ne s'oppose pas. Tu vas rajouter quelque chose, Alessia? Alors, je me permets d'ajouter parce qu'effectivement, la spiritualité et la santé mentale, c'est quelque chose effectivement que j'accompagne presque tous les jours avec les personnes que j'accompagne. C'est donc, je vois même que derrière cette question de est-ce que je me confie à Dieu, est-ce que je me confie à la médecine, etc., occidentale, pourquoi est-ce qu'on a tellement du mal à allier les deux? Parce que derrière, si on creuse un peu plus, il y a une question aussi de loyauté, de notion de trahison. Si on cherche un peu plus loin, quand on creuse un peu, c'est la question de mais finalement, moi, mes parents, ma mère m'a demandé effectivement de me confier à Dieu. Si je ne me confie pas à Dieu, déjà, premièrement, ça veut dire que je n'ai pas confiance en Dieu. Ça veut dire que je trahis Dieu, premièrement. Ça veut dire aussi que je trahis et ma mère, ma famille, mes ancêtres. Ça veut dire que je n'ai pas confiance en eux, à leur avis aussi. Et ça, quand on grandit en tant que femme, avec l'éducation que l'on doit constamment satisfaire, ne pas se tromper, tenir, avoir foi, etc., 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 alors forcément que oui, je vais continuer à donner la vie qu'on m'a donnée depuis effectivement des décennies. Il y a premièrement cette question-là de loyauté familiale, cette trahison-là. Il y a aussi une question de... c'est aussi se dire, est-ce que si je viens ici donc avec la thérapie, si je puis dire, occidentale, qui est davantage ici basée sur donc, des travaux scientifiques. Pourquoi aussi c'est basé sur des travaux scientifiques? Il faut bien comprendre que c'est une question de croyance. La thérapie, c'est-à-dire ce qui va nous guérir, c'est parce qu'on y croit, parce que ça fait sens pour nous. Comme on l'a vu très très bien maintenant, parce que dans notre communauté, parce qu'avec soit notre lien effectivement avec les uns les autres, la nature, etc. Aujourd'hui peut-être juste notre place dans la société de manière individualiste. Ce qui nous guérit, c'est là où on trouve du sens, qui fait sens pour nous. Donc par exemple, aujourd'hui, on va un petit peu démystifier ça. Pourquoi est-ce que tout simplement aujourd'hui, pour nous, en France, c'est la thérapie par exemple clinique, avec des psychologues cliniciens, etc., qui est présente? C'est parce que bien sûr c'est prouvé et il le faut, et ça ne remplacera bien sûr jamais rien d'autre, mais c'est aussi parce que c'est là-dessus que se basent les croyances donc des personnes occidentales. Ça fait donc sens pour eux, c'est aussi ça qui vient guérir les personnes qui sont ici de ce côté-là de la planète. Par contre, exactement comme on vient de le dire avant, exactement aussi peut-être pour citer un petit peu notre ami du couteau du Nathan, comme il a très bien expliqué, et qui considère même que nos sociétés occidentales sont même en retard sur ce plan-là. En retard sur la question de la thérapie, de la spiritualité. Parce que c'est comme si on voyait les choses en 2D. Donc, d'une certaine manière, et pour finir sur cette question-là, je vois aussi la question de la spiritualité et ses outils sur la manière de comment ça fait sens pour nous et comment ça peut donc nous guérir par l'introspection que ça nous amène à faire. Et donc le côté occidental, donc le côté scientifique, c'est la question donc, tout simplement des outils qui sont placés de deux côtés, de chaque côté même. Et donc de nous-mêmes dans notre parcours, effectivement, ce qui fait à nouveau sens pour nous. Et là, à nouveau, c'est comme un buffet. Moi, personnellement, j'invite toujours les personnes que j'accompagne à choisir là-dedans. Et à de s'interroger sur ses racines, sur sa santé mentale. Donc, toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu fais? Et même au global, comment, en tant que société, on peut œuvrer pour que ce soit vraiment pas un sujet tabou, mais au contraire, quelque chose qui soit présent? Et ben justement, c'est un petit peu le cœur de ce que je fais. C'est parce qu'en fait, il y a énormément, énormément de méconnaissances autour de ces sujets-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important
de sortir des grandes théories, des grandes définitions et parler au public, parler avec leur langage, avec leurs références, être capable de vulgariser, justement pour que ça puisse atteindre un maximum de monde. Moi, c'est pour ça que, par exemple, même à travers ce que je fais, je vais utiliser des références d'artistes, de rappeurs, de sportifs, même si à titre personnel je ne les écoute pas, mais je sais que ça les intéresse, c'est un petit moyen justement de les attraper, parce que voilà, parler un petit peu, voilà, vous savez, il y en a beaucoup chez nous, on aime bien aussi le côté un peu combo ça, donc si on attrape un petit peu par ce moyen-là, et pour les rediriger vers la thématique de la santé mentale, et ben je trouve que c'est un moyen aussi de faire, qui est aussi la plupart des personnalités qui un peu influentes aussi, qui peuvent justement s'emparer de ces sujets-là pour atteindre justement le maximum de personnes, et justement vos initiatives aussi. Le fait de se réunir justement à travers différentes spécialités, à travers différents corps de métier, pour pouvoir justement faire en sorte que la santé mentale soit diffusée à un maximum de monde. Et il faut que justement ça touche toutes les couches de société, pas seulement à l'intellectuel. On ne parle pas simplement à l'universitaire qui a bac plus 8 et qui ne parle que entre eux, mais il faut parler aussi aux populations aussi qui viennent des quartiers. Il faut parler aussi aux populations qui viennent des quartiers d'ici ou des quartiers du pays en Afrique. C'est vers ce public-là. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important de vulgariser. Le mot vulgarisation, il est très important pour moi, parce que on peut faire sortir des grands discours, des grandes théories, des définitions que personne ne comprend, mais c'est important de se mettre à la hauteur des personnes aussi. Voilà, bravo. Tout à fait. Alors j'ai une petite question pour Pape. On va essayer d'être concis. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors finalement, vous qui êtes philosophe, à quoi ressemblerait selon vous une société africaine qui prend réellement soin de la santé mentale, notamment de ses femmes? Si on devait faire un peu... C'est ce que je l'ai dit, je le répète. Si vous m'écoutez très bien, c'est par l'éducation, la PDA. Il faut qu'on apprenne effectivement que la personne n'a pas de sexe. L'égalité des sexes est extrêmement important. Moi, mon père était directeur d'école, c'est pourquoi à l'interculturel, je suis tombé dessus. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, c'est ma grande sœur. Et pourtant, on est beaucoup plus formé qu'elle, etc. Mais qui dirige. Quand elle me dit stop, je vais essayer de tenir un peu, mais ça sera stop. Parce qu'on nous a appris ça tout simplement. L'éducation, la formation, le dialogue, c'est extrêmement important. Et ça passe par le savoir. L'ignorant, comme le dit Platon et Socrate, est méchant parce qu'il ne comprend pas. Quand il ne comprend pas, il réagit violemment. Vous avez expliqué le développement. Quand l'enfant n'est pas bien, son corps réagit, etc. L'ignorant est comme ça. C'est parce qu'il ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on doit t'instruire. Et dans mon travail, par exemple, à travers le monde, je travaille beaucoup avec les jeunes. Beaucoup de jeunes me suivent. Au départ, c'est très difficile, parce que c'est cru. Ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude de l'entendre. Je vous dis, dans certains quartiers à Aubervilliers, le dimanche, les parents mettent une vidéo de Pape Sissoko ensemble pour m'écouter. Il m'a dit, ah, ça c'est ton tonton, écoute-le. Et il dit, papa, tu ne dois pas me discuter, parce que je mets un cadre. Là, si papa n'a pas raison, tu as le droit de lui dire, papa, tu t'es trompé. Tu ne lui dis pas, papa, tu as menti. Hein. Donc, ne dis pas. Donc, je donne des codes. Tu ne dis pas, il ment. Hein. Si tu dis, il ment, ne dis pas que c'est pas qui te l'a appris. Hein. Moi, je ne t'ai pas appris ça. Papa, tu t'es trompé. Hein? Il y a une façon de parler aux parents. Donc, les enfants discutent, etc. Ça leur habitue quoi? À prendre la parole, à oser. Comme je vous avais dit, nos enfants baissent la tête. J'ai des cadres que je forme en éloquence, etc. Ils baissent la tête. Et c'est le second qui prend la parole qu'on va voir. Et lui, tous ses travaux universitaires, zéro. C'est banal, mais c'est lourd ce qu'on fait ici, à Bastille.
Donc, il faut tout simplement apprendre à converser, à discuter, apprendre l'entonnoir, le tamis. Ce tamis est très important. Discuter et dire, ça c'est bien. Il y a notre ami Yaya, tu connais très bien notre ami Djibissi. Qu'est-ce qu'il faisait, Djibissi? Un doyen de 84 ans. Il prenait nos jeunes ici, il les amenait en Afrique, en colonie de vacances, pour qu'ils voient ailleurs. Ils ont vécu ici, ils ont le Nutella, ils ont tout. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas de Nutella. Et quand tu amènes le Nutella, il faut le partager à 10, 15, 5 personnes, etc. On leur apprend la notion de partage, etc. On leur apprend des choses. Ce que tu as là-bas, tu ne peux pas l'avoir ici. Comment tu t'adaptes à autrui? La question de s'adapter. C'est cher Amadou Ampateba qui le dit très bien dans le développement de la personne. Qu'est-ce qu'une personne? Il faut qu'on apprenne aux enfants ce qu'est une personne. Et Kizerbo disait éduquer ou périr. Moi, tout mon travail, c'est sur l'éducation. Tout mon travail, c'est sur l'éducation, la formation. Quand tu sais, normalement, tu te conduis bien. Regardez vous tous ici. Quand vous êtes bien dans votre domaine, mais vous ne baissez pas la tête dans le travail. Écoutez, Ida ne baisse pas la tête. Je suis Ida, ne baisse pas la tête. Parce que, alors je dis à Ida, sois modeste, ne l'écrase pas. Mais tu ne dois jamais baisser la tête. Pourquoi? Parce que, mais tu n'as pas le droit de t'excuser de ce que tu as appris. Tu ne l'as pas volé non plus. Oumi, tu n'as pas volé ce que tu as appris. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui permettent effectivement aux jeunes d'avoir confiance en eux. Oser dire, discuter avec les parents. En ce moment, c'est très dur. Il y a ce qu'on appelle des conflits de génération dans les familles. Il faut apprendre aux enfants comment on les transcende. C'est comme ça qu'on va arriver effectivement à la paix. Deux choses. Vous avez vu ce feuilleton qui est sorti sur France 2 où on demandait à nos enfants la poupée noire. C'est un test de psychologie aux États-Unis. Et mes amis intellectuels étaient très fâchés. Je dis, mais pourquoi tu te fâches? Dans notre représentation, il n'y a pas de poupée noire. Il n'y en avait pas. C'est depuis une dizaine d'années qu'on commence à les trouver. Les Antillais sont les novateurs. Il y avait des poupées antillaises. Chez moi, j'ai commencé par des poupées d'Antilles. Et après, on a des poupées du Sénégal, etc. Quand on était enfant, nos jeunes filles aussi fabriquaient des poupées. Vous avez 2 morceaux et vous faites votre poupée. Donc je dis, par l'éducation, si tu avais montré des poupées noires, on dit, il y a une amie psychologue qui m'a dit, Pape, je ne dis plus poupées noires, les poupées qui nous ressemblent. Madame est plus claire que moi. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Donc, poupées noires, c'est faux. C'est les poupées qui nous ressemblent. L'autre chose, voilà, c'est ce qu'elle fait. Ce n'est pas pour faire sa publicité. Hein. Et je travaille beaucoup avec elle dans les quartiers pour montrer les poupées. Tout ça pour que nos enfants aient des reins solides, qu'elles ne soient pas complexées. Quand je travaille avec des femmes noires, belles, mais avec l'aliénation, on dit, ah, elle n'est pas belle, etc. Mais c'est moi qui leur apprends que le premier homme était noir et de chair antagone. Et dans vos discours, j'essaye de les accompagner dans la... C'est des détails. Mais peut-être que ces belles femmes-là mais se mettent en retrait. Il y a tellement de souffrances, vous ne vous imaginez pas. Regardez bien pour Khoudia Mbaye, qui est une... Alors, Khoudia, c'est une grosse tête, hein, mannequin, belle, grosse tête. Il y a d'autres jeunes filles noires, mais qui avaient de petits complexes. Et depuis que je les ai connues, je les bourre pour qu'elles aient les reins solides. Et comme ça, je dis, il y a d'autres filles noires de l'autre côté qui n'ont pas la chance que tu as, qui sont complexées et qui ne marchent pas. Et regardez maintenant ce que les grands magazines font. Ils vont chercher des filles extrêmement différentes, y compris même des albinos, puisque je travaille aussi beaucoup avec les albinos, où il y a beaucoup de souffrance. Et c'est moi qui ai initié pour la première fois le fait de prendre en compte la santé mentale des mères d'enfants albinos. On les oubliait. On oubliait les mamans, les parents des enfants albinos. Parce que les imbéciles qui font des sacrifices humains, ben, ils sont aux aguets. La maman, elle est comme la chatte. Elle protège. Je fais du cinéma, moi. La maman, elle protège parce que les gars, on leur paye 1 million pour voler le petit albinos, pour faire des sacrifices humains. Mais il y a une santé mentale. C'est de la folie, madame. C'est de la folie. Ou bien quand les enfants, ils ont beaucoup de plaies, etc. C'est moi qui leur enseigne comment on peut faire si le médecin n'est pas là. Vous prenez de l'argile. Vous voyez, nous, notre travail, c'est d'instruire, d'éduquer et de préparer et de toucher là où les gens ne vont pas. Les albinos sont des personnes. C'est tout simplement un problème de mélanine. Point. Et on leur doit du respect.
Et il y a beaucoup de souffrance. J'ai une amie banquière albinos ici à Paris, c'est une grande amie, je suis content d'être avec elle. Elle me dit, en Afrique, on me consulte, non. En France, je passe. En Afrique, comme je suis banquière et ma peau est bien, tout le monde veut de moi. À la différence des albinos pauvres. Vous comprenez cette étude-là? Quand elle m'a expliqué ça, je dis, il faut qu'on travaille cette question-là. Et depuis, j'ai incité les albinos à travers le monde de faire du mannequinat et de se montrer. Je suis l'un des rares à faire ces petites choses-là. Donc la question de la femme, le respect de la femme, lutter effectivement contre son emprisonnement, contre le fait qu'on veut effectivement la saper. Non, il est temps que les femmes, qu'on les respecte. Il est temps qu'on les respecte et bravo pour cette occasion que vous donnez. Moi, c'est un sujet que je connais parfaitement. Voilà, je connais très bien le sujet de la santé mentale et je suis vraiment très content d'être avec vous, même si ce n'est pas la fin. Voilà. Merci, grand orateur. Alors, pour conclure, en un mot, je ne sais pas, en un mot, quelques mots. Alors, je vais vous poser une question à tous les quatre. Vous allez y répondre chacun à votre tour. Quel message aimeriez-vous transmettre ce soir, aux femmes et même plus globalement aussi aux personnes qui souffrent en silence donc de santé mentale et qui ont peut-être peur de s'exprimer, de demander de l'aide, qui ont peur d'être jugées et incompris. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors ce que je vais dire, ça va faire très cliché, ça va faire très phrase d'Instagram, ça va être... Mais c'est tellement vrai. Puisque la femme africaine a été conditionnée pour supporter, pour porter sur ses épaules le poids de toute la famille, le poids de tout son entourage. Et elle ne sait pas ce que c'est se prioriser. Et c'est pour ça qu'il est important justement le message moi que j'aimerais faire passer aux femmes africaines justement, c'est priorisez-vous, mettez-vous en numéro 1, apprenez à être égoïste. Je sais que c'est dur pour beaucoup la notion d'égoïsme, non, parce qu'on est conditionné justement à sauver tout le monde, à sauver, à prendre en charge tel parent, tel cousin, à prendre en charge un tel, la communauté. Mais il faut apprendre aussi à un moment de se poser et de se dire, je vais être égoïste et je vais penser à moi, je vais penser à mes besoins, parce que comment est-ce que je peux... Déjà, on va partir, on va prendre le sens inverse. Comment est-ce que moi, je peux sauver une personne si moi-même je suis fracassé? Voilà, c'est ça. Vous savez, dans un avion, il y a le masque d'oxygène qui tombe, et par exemple, il y a ton petit enfant, ton petit nourrisson qui est là, et justement l'avion il tombe, et donc on est obligé de mettre le masque à oxygène. Dans l'avion, on vous dit quoi? Ne mets pas le masque à oxygène sur ton bébé. D'abord, mets-le sur toi. Là, ce que je dis, ça peut paraître ultra violent. On se dit, mais non, mais je ne vais pas laisser mon bébé mourir, moi, je me sacrifie pour mon bébé. Ouais, d'accord. Mais si tu mets ça sur ton bébé et que toi tu meurs, tu vas t'occuper comment de ton bébé après? Bravo, bravo. Voilà, je me laisse. Alors de mon côté, j'avais exactement la même image, donc merci beaucoup. Non. Peut-être pour faire en plus court aussi, c'est peut-être quelque chose plus un message d'encouragement. Je vais prendre exemple sur les accompagnements que j'ai la plupart du temps. C'est cette peur de se dire, je sais maintenant, je suis éduquée sur le fait qu'il y a la santé mentale, que je dois prendre soin donc de moi, pour prendre soin aussi des gens que j'aime. Dans les gens que j'aime, tout le monde ne me donne pas forcément ce dont j'ai besoin en retour. Bon, mais je n'ose pas partir, je n'ose pas mettre les choses en place maintenant qu'il faut pour améliorer ma santé mentale. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. On intellectualise beaucoup. Mais moi, je reçois beaucoup de personnes, elles savent déjà ce qui ne va pas. Elles savent déjà. Ça, c'est très simple. Mais c'est mettre en place les choses pour que la santé mentale puisse évoluer. Moi, juste la chose, là, c'est un encouragement pour vous dire, sur la totalité des femmes que j'ai accompagnées à mettre en marche ces changements-là pour la santé mentale, qu'elles puissent s'améliorer, retrouver un équilibre de vie qui est qualitatif.
retrouver voilà, ce dont il y a besoin pour prendre plaisir, avoir une meilleure estime de soi, tout ce qu'il faut. Souvent, il a fallu effectivement faire la part des choses dans moi, ma famille, mes proches, ma communauté. Parce que pour moi, c'est difficile de parler de santé mentale sans parler de communauté. C'est juste pour vous encourager de vous dire que 100% des cas, tout se passe bien en finalité. Ça le fait. Tout va bien. Ça prendra un temps. Il faudra un temps d'adaptation. Tout le monde ne sera pas content. Ça va faire très mal au cœur. Mais je vous jure que ça va beaucoup mieux et que ça en vaut la peine. Donc c'est juste pour vous encourager sur ça parce que ça se passe très très bien. Tout ça. Comme tu veux. C'est bon? J'y vais? D'accord, très bien. Alors, c'est très simple. Moi, j'anime un atelier d'écriture à Chili-Mazarin et c'est par l'écriture qu'on essaye de sauver des femmes qui ont subi des violences conjugales, etc., avec une santé mentale vraiment précaire, très très fracassée. Quand je souffre de ces ateliers, je rentre à la maison, je suis fatigué. Parce qu'on entend, d'habitude ce sont des femmes qui sont les coachs, et là, on leur a dit que ce sera un homme, bon, il est très gentil, vous allez voir, etc. Et je fais du théâtre, on rigole, etc. Tout simplement pour avoir la confiance et pour qu'elle puisse s'exprimer. Donc je danse, je fais du théâtre, je fais des digressions, etc. Et on écrit. Et on a sorti un ouvrage qui s'appelle « S'en sortir malgré les souffrances ». C'est écrire pour se soigner. Le texte, je vais vous lire un texte qui me tient à cœur, et tu l'as bien dit, c'est un pasteur, un pasteur très intéressant, mais qui n'est ni philosophe, ni sociologue, mais qui connaît la personne. Mais ça, c'est extrêmement important. Voici ce qu'il dit sur le veuvage. On n'en a pas parlé. Je suis l'un des rares en Afrique à dire que la veuve a le droit d'avoir une sexualité. On oublie ça, c'est un sujet que je vous balance comme ça. La sexualité des personnes âgées en Afrique est un problème. À Marseille, je l'ai exposé, c'était des religieux, ça a été un peu dur. Mais je les avais avertis que je suis philosophe, il n'y a pas de tabou chez moi. Sinon, ne m'invite pas. Ne m'invite pas. Moi, je n'ai pas besoin de plein d'invitations. Je vous lis ce texte et vous allez voir. Le veuvage en Afrique, dimension socioculturelle, mystique, morale et juridique. Tout en plaidant pour une véritable humanisation des rites de veuvage, l'auteur met en garde les communautés contre les dérives actuelles. Constaté à ce sujet, en effet, d'une pratique purement symbolique, autrefois, ces rites sont devenus un instrument de violence et de torture physique, psychologique, morale et économique. L'œuvre incite les chercheurs africains. Moi, j'attaque beaucoup mes collègues africains, les intellectuels, avec les doubles nœuds là. Après, dans le concret, il faut rien. Je suis l'un des rares à aller dans les banlieues, là où c'est chaud. Et pourtant, j'ai une collection de cravates. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas. C'est pourquoi je les bats. Je les bats. Parce qu'ils connaissent Durkheim, je connais très bien Durkheim. Mais ils ne connaissent pas Saint-Denis. Ils n'iront pas. Moi, j'y vais. Je vais les écouter. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut qu'on descende sur le terrain pour renseigner les enfants. Ces enfants-là, pour leur dire que vous avez le droit de vous tenir debout. Et vous avez des praticiens, etc., qui peuvent vous aider, vous accompagner. Je termine. L'œuvre incite les chercheurs africains à étudier les pratiques culturelles africaines et à les dépouiller de toutes les scories qui les rendraient désuètes et inadaptées au contexte des sociétés confrontées au changement, au mouvement. Ça veut tout dire. Le monde est dynamique. Le monde change. L'Africain doit changer. Il y a un grand professeur ivoirien qui disait comment introduire la modernité dans la tradition. Il a tout dit. On l'a critiqué comme moi. Oh, Bunti, non. Il faut mutualiser les compétences. Les traditions et les coutumes, il y a de bonnes choses. On les prend. Le monde moderne, c'est nous qui avons fait le monde moderne. Le monde moderne est un monde métissé. Cheikh Anta Diop a contribué, vous avez contribué. De quel droit est-ce que je dois avoir honte de dire? Apprenons à nos enfants à savoir. On discute avec eux. On les prépare, on les instruit, on les invite à des conférences. Souvent, nos enfants ne viennent pas aux conférences. Alors moi, j'ai des techniques, je fais des projections de films suivis de débats. Les films qui les intéressent, et après, j'en profite pour faire passer des messages, etc.
Il y a plein de techniques, etc. Innover, vous êtes capable, vous pouvez innover. Nous, on est là, on ne sait rien, on apprend, mais on peut vous donner quelques clés, de petites clés. Voilà ce que je voulais vous dire.